Aujourd'hui, nous allons parler de richesse, de faire de l'argent, de comment gagner de l'argent, de flouze, de pépettes. J'ai envie de dire, je suis avec Nathalie Cariou. Bienvenue à toi et merci pour être avec nous. Merci de m'avoir invité. Alors donc, mais justement, je t'ai interviewé parce que je voulais vraiment parler de cette notion d'argent. Et avant de cela, je vais te demander tout simplement de te présenter à nous et nous dire justement ta relation avec l'argent. Alors, ma relation avec l'argent et ma présentation. Donc aujourd'hui, quand je me présente, je dis que je suis coach en intelligence financière. Et si vous vous demandez ce que ça veut dire coach en intelligence financière, c'est tout simplement permettre aux gens d'être intelligents avec leur argent. Donc intelligent avec leur argent, ça veut dire en gagner, peut-être en gagner plus. Le gérer, c'est une partie aussi importante. Se réconcilier avec, c'est-à-dire le mettre à la bonne place, pas être dans une course à l'échalote, pas être à je serai le plus riche du cimetière. Donc effectivement, avoir une relation à l'argent qui soit saine, qui soit apaisée. Il y a aussi ne pas en avoir peur, parce qu'il y a quand même énormément de gens, et beaucoup plus qu'on ne croit, qui ont peur de l'argent. Et puis, qui dit en gagner dit que pour les entrepreneurs, ça veut dire en gagner avec leur énergie, leur savoir-faire. Et quand on n'est pas entrepreneur, mais qu'on est particulier, qu'on est salarié, qu'on est au RSA, qu'on est chômeur, qu'on est retraité, enfin bref, qu'on est normal entre guillemets, c'est investir. Donc c'est apprendre à gagner de l'argent en dehors du temps qu'on met à travailler. Voilà. Souvent, on là en disant gagner de l'argent sans travailler. Alors c'est pas vrai, c'est pas sans travailler, mais c'est sans partir au bureau le matin et revenir le soir. C'est pas ce temps-là qu'on compte, c'est un autre temps qui permet aussi de gagner de l'argent. Voilà. Donc c'est ça que je fais aujourd'hui. Maintenant, ça n'a pas toujours été ma vie. J'ai découvert l'argent dans ses fonctions intelligentes, on va dire, à partir, j'avais plus de 40 ans. Avant, je l'avais fréquenté dans les fonctions très bêtes, c'est-à-dire je savais dépenser. Donc j'en gagnais et je le dépensais. Ça, c'est la fonction numéro 1 de l'argent. Ça s'appelle payer ses factures. Généralement, tout le monde sait faire. Dès qu'on est petit, on apprend ça. C'est juste la fonction de base. Après, il y a plein d'autres fonctions possibles et je les ai découvertes vraiment très tard. À la fois parce que j'ai eu besoin de le faire, dans le sens où moi, je m'étais appauvrie pendant des années, en fait, sans m'en rendre compte. Je vivais de mes économies et je vivais pas du tout de ma rémunération, de mon activité de profession libérale. Et puis à un moment donné, quand je me suis séparée, je me suis rendu compte qu'effectivement c'est là où j'ai réalisé. J'ai réalisé que je m'étais appauvrie, j'ai réalisé que j'avais pas de quoi, je gagnais pas suffisamment pour louer une chambre de service dans Paris. Généralement, on me dit qu'est-ce qui a été le déclencheur? Je dis c'est le jour où j'ai vérifié ou que j'ai pris conscience que une chambre de service au 6e étage sans ascenseur pour vivre dans 10 mètres carrés entre moi et ma fille, il allait falloir que je paye de ma personne parce que j'avais pas suffisamment d'économie, quoi. Et là où je me suis dit, ok, il y a un problème. Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé au moment où tu as détecté qu'il y avait un problème de toi, ta relation avec l'argent? Déjà, le problème, c'était quoi exactement? Alors, le problème, c'était que j'ai passé des années et des années à me répéter en boucle, parce que généralement, le problème, c'est ce qu'on a dans la tête, c'est ce qu'on se répète en boucle dans la tête. J'ai passé des années à me répéter que l'argent ne m'intéressait pas. Alors, c'est toujours vrai, mais j'allais dire maintenant il m'intéresse, mais c'est toujours pas le but de ma vie, mais il m'intéresse. Donc j'ai passé des années à dire que l'argent m'intéressait pas. Faut dire que j'ai eu 2 parents fonctionnaires et pour les fonctionnaires l'argent ça n'existe pas. Parce que quoi que vous fassiez, il arrive à la fin du mois, donc il n'y a pas d'éducation financière. Donc l'argent ne m'intéressait pas. J'ai passé ma vie à me dire que puisque l'argent m'intéressait pas, moi je faisais des choses qui étaient beaucoup plus intéressantes que de gagner de l'argent. Effectivement, ce qui a toujours drivé ma vie, c'est de faire des trucs qui m'amusaient. Donc, t'as pas de sous, tu sais pas gérer, t'as pas de sous, mais c'est pas grave parce que tu t'amuses. Ok ? Jusqu'au jour où la frustration de ne pas pouvoir faire des choses parce que j'avais pas de sous a été extrêmement forte ou voire même trop forte. Donc voilà, je me suis dit non, toi tu t'amuses. Ce que je me suis répété aussi beaucoup en boucle, donc c'est que j'avais pas le gène de l'argent. Parce
que je savais pas en faire. J'avais des copains, des copines qu'on avait, moi non, ou pas moins qu'eux. On me dit, bah voilà, t'as pas le gène de l'argent. En l'occurrence, ça n'existe pas. Donc, j'ai découvert ça bien après que ça n'existait pas. Et puis, je me répétais aussi que ouais, c'était pas très grave parce que moi, j'étais spirituelle. C'est-à-dire que j'opposais la spiritualité à l'argent. Non, mais il y a des gens matérialistes et qui veulent de l'argent ou qui gagnent de l'argent. Et moi, je suis pas matérialiste, mais moi, j'ai, je sais pas, une âme, une spiritualité, un développement personnel, un ce qu'on veut, beaucoup plus important qu'eux. Si aujourd'hui je devais revisiter ça, je dirais c'est véritablement bullshit. Concrètement, prétendre qu'on est spirituel en niant l'argent, et dire voilà, moi j'ai une conscience spirituelle X. D'abord, comparer là-dessus, je trouve que c'est un peu couillon, mais enfin bon, ça c'est avec l'expérience. Mais dire j'ai une conscience spirituelle plus élevée que les autres ou un développement personnel et spirituel plus élevé que les autres, et du coup l'argent je m'en fiche et l'argent j'ai un téléphone qui sonne, j'espère que quelqu'un va répondre. Donc l'argent, je m'en fiche et patati patata. C'est vraiment très idiot parce qu'on ne peut pas opposer l'argent et la spiritualité. Et qu'en réalité, ce que j'ai découvert, c'est que l'argent est un magnifique moyen de développement spirituel. D'accord. On va s'arrêter un petit peu là-dessus, même si on parle de business, parce que ça me passionne, ce sujet-là. Donc, en quoi l'argent est un magnifique outil de spiritualité pour toi? Alors, souvent, je positionne l'argent comme étant l'ascenseur entre les rêves et la matière. C'est-à-dire que pourquoi c'est un outil de spiritualité? Parce qu'effectivement, la spiritualité, ça peut être ses ambitions, ça peut être des rêves, ça peut être l'envie de faire des choses, ça peut être sa contribution au monde ou son envie de contribuer. Tout ça, je vais le mettre effectivement dans la spiritualité. Et l'argent a une dimension que tous les autres outils de développement personnel n'ont pas, c'est la matière. C'est-à-dire qu'avec l'argent, on est à un moment donné obligé de compter ce qu'on a dans son portefeuille ou son porte-monnaie, d'ouvrir le porte-monnaie et dire tiens, 1 plus 1, ça fait 2. Donc j'ai 2 euros ou 1 euro ou 0 euros. Et donc l'argent va permettre de s'incarner quelque part. C'est vraiment un outil d'incarnation. C'est-à-dire, et notamment plus on en a, plus on va pouvoir réaliser sa mission de vie. Donc, si on est dans j'ai une mission de vie ou j'ai quelque chose à faire sur cette terre, et ça, c'est le côté spirituel de l'histoire, eh ben, si vous voulez matérialiser cette mission de vie, si vous voulez agir le plus de la manière la plus grande possible, ben, il va falloir avoir de l'argent. Parce que en 2000 et les brouettes, on est obligé d'avoir de l'argent pour réaliser tout ce qu'on a dans la tête. Et c'est là, l'argent est effectivement un outil de développement spirituel. Alors, des fois, il y avait une personne, je vais citer ça parce que je trouve ça toujours intéressant, il y a une personne qui avait, une américaine qui avait symbolisé ça et qui expliquait ça en disant, en fait, si vous êtes spirituel et vous connaissez les chakras et tout, le chakra le plus bas, celui sur lequel on pourrait éventuellement associer l'argent, c'est un chakra qu'on représente par la couleur rouge. Et quand on remonte, donc ce chakra-là, qui est le chakra de la connaissance, on est sur un chakra qui est bleu. Voilà, indigo bleu. Et donc, effectivement, on a le chakra du bas, le chakra de la matière qui est rouge, on a le chakra qui est là, qui est le troisième œil qui est bleu, et le chakra associé à la spiritualité, qui est celui-là, il est de quelle couleur généralement? Violet, c'est ça, non? C'est ça. Et comment fait-on du violet? Du rouge et du bleu. En mélangeant le bleu et le rouge. Et donc, c'est la manière de dire que quand on a une spiritualité intégrée, c'est pas je suis là et j'oublie d'être en bas, c'est je suis aussi dans le chakra de la tête et j'oublie et j'intègre en fait le chakra du bas jusqu'au chakra suprême, enfin en tout cas celui qui est le plus haut et qui est en lien avec les énergies céleste. Voilà. D'accord. Ouais, c'est vraiment rassembler. C'est intégrer l'un et l'autre et c'est pas dire j'oppose l'argent à la spiritualité, ça n'est pas vrai. C'est j'intègre l'argent dans un chemin qui arrive vers la spiritualité. Quelle est la différence entre quelque part je suis une âme qui se promène et donc j'ai
j'ai une mission de vie, mais je l'ai pas incarnée, et je suis une âme incarnée. Et pour le coup, notre boulot, c'est quand même d'être des âmes incarnées. Quoi qu'il se passe, on n'a qu'une vie, et il va falloir la vivre. Et pour la vivre, il va falloir de l'argent. Il va falloir des moyens. Et l'argent en fait partie. En fait partie. Qu'est-ce que l'argent? Alors là, on l'a vu en mode énergie, donc effectivement, en disant si c'est un moyen, c'est que c'est une énergie pour faire des choses. C'est une des définitions possibles de l'argent. C'est aussi un instrument d'échantillonnage ou d'étalonnage. L'étalonnage entre quelque chose qui vaut X et quelque chose qui vaut Y. Et en réalité, c'est juste un instrument de mesure de trucs qui sont mesurables. Ça permet de savoir que quand on a 1 kilo de pommes de terre et une maison, ça vaut pas la même chose. Et quelque part, l'argent, ça sert aussi à ça. C'est de se dire, OK, il faut combien de kilos de pommes de terre pour pouvoir s'acheter une maison, quelque part. Et de mesurer deux choses qui sont pas mesurables. C'est aussi un outil de communication. Et c'est un outil d'ailleurs très intéressant parce que quand on regarde, l'argent est un des premiers instruments de confiance que nous ayons mis en place. Quand tu me donnes un billet de 20 €, tu me donnes un truc qui vaut quelques cents de production. Or, je te fais confiance ou je fais confiance au système que ce billet de 20 €, il va me permettre d'acheter 20 kilos de pommes de terre si le kilo de pommes de terre est à 1 €. Donc, effectivement, c'est un instrument de confiance. Confiance dans le système, parce que le billet de 20 €, il vaut rien, sauf ce que nous, on a décidé que ça valait. Et confiance aussi entre les individus, puisque tu vas, par exemple, me faire un chèque de 100 € et que le chèque de 100 €, je suppose que derrière, je vais pouvoir acheter 100 kilos de pommes de terre. D'où le problème des chèques en bois. C'est-à-dire qu'effectivement, j'ai comme tout le monde des clients qui payent pas, qui des échéances de cartes bancaires, etc. Je trouve ça toujours extrêmement dommageable pour la personne. C'est-à-dire qu'en réalité, quand vous faites un chèque que vous pouvez pas ou une échéance que vous pouvez pas honorer, vous prenez un crédit que vous pouvez pas honorer, vous achetez une formation et vous vous êtes engagé à aller jusqu'au bout, puis au bout d'un moment vous arrêtez. Tout ça, c'est autant de difficultés que vous mettez sur votre propre chemin. C'est-à-dire qu'à la rigueur, effectivement, moi j'ai des formations qu'on achète en plusieurs fois, donc j'ai des personnes qui arrêtent de payer avant la fin. Très franchement, je vais pas poursuivre toute l'humanité entière parce que j'ai une échéance qui manque. Et en réalité, moi je perds un peu d'argent et eux ils perdent beaucoup plus qu'un peu d'argent. D'accord. C'est-à-dire donc qu'ils perdent ils ont voilà, il y a une entorse faite au contrat de confiance et même vis-à-vis d'eux-mêmes, et ça c'est extrêmement important. D'accord. Donc, je dirais, juste pour finir sur ce qu'est-ce que c'est l'argent, pour moi l'argent c'est une autre dimension qui est extrêmement importante et auquel je tiens beaucoup, c'est celui de la responsabilité. C'est-à-dire que c'est véritablement un outil de responsabilité et d'engagement. C'est-à-dire de dire avec l'argent on peut s'engager, avec l'argent on peut être responsable ou irresponsable. Et ça c'est juste primordial pour l'humanité quelque part. Alors, si on parle de responsabilité, la première chose qui me vient en tête, c'est de maturité et d'âge mature, dans le sens où finalement, en fait, 80-90% d'entre nous, on est encore au stade peut-être enfant ou adolescent vis-à-vis de l'argent. Est-ce que tu… Probablement vrai, oui. Alors, enfant, ça peut être ce que je disais tout à l'heure, c'est la fonction première, c'est je dépense. Donc c'est j'ai appris que si je donnais 5 € à la marchande, j'aurais 5 € de bonbons, quoi, grosso modo. Ok. Après, c'est devenu d'autres choses, mais c'est la même chose. Après, l'adolescence par rapport à l'argent, ça va être j'apprends que je peux en gagner. Alors effectivement, soit j'en gagne en travaillant, soit j'en gagne avec parfois en volant ou en vendant des trucs pas très nets, mais aussi les investissements. Je pense qu'il y a aussi un certain nombre de personnes qui se sont mis à travailler sur les investissements et sur la liberté financière, parce que c'est quand même très à la mode. Et qui, je travaille aussi sur la liberté financière, mais il y a manière et manière de travailler. Donc effectivement, qui ont travaillé sur la liberté financière et qui pour l'instant ont trouvé un jouet. C'est-à-dire ils sont dans le mode effectivement, je vais être ado. C'est-à-dire que tout d'un coup ils disent ah oui mais si j'investis dans l'immobilier, je peux gagner de l'argent.
ce qui est tout à fait vrai et c'est OK. Mais du coup, moi, je suis toujours un peu heurtée, parce que c'est heurté, par des personnes qui vont me dire, l'autre jour, je voyais un message sur Facebook, je suis dans un certain nombre de groupes et donc la personne avait acheté une espèce d'armoire en plastique. Elle dit, est-ce que je peux mettre ça dans ma location ou est-ce que c'est un peu trop parce que de toute façon les locataires font pas attention aux meubles, ce qui est peut-être vrai. Mais tout le monde lui a répondu, sérieusement, t'exagères, quoi. Grosso modo, les gens, ils payent aussi, ils ont le droit d'avoir une vraie armoire. Des fois, moi, je suis surprise de voir des posts où je vais avoir une personne qui dit, bah voilà, j'ai 20 mètres carrés, est-ce que je peux mettre 3 personnes dedans? Ouais. J'exagère un peu. Oui, mais pas de beaucoup, j'imagine, des fois. Pas de beaucoup. Du style, ben voilà, je peux mettre, est-ce que sur louer, même en saisonnier, 20 mètres carrés, je peux mettre 3 personnes? La réponse est oui, ça tient. Mais est-ce que c'est, voilà. Donc, c'est un jouet pour gagner de l'argent. Et puis, la maturité, ben, ça va être effectivement de donner de la responsabilité à ça, donner du sens à ça, connecter l'argent avec le sens. Donc, se dire, ben, quand je dépense, qu'est-ce que je choisis de faire avec ça? Savoir aussi que soit il y a une éthique, soit il y a des limites et donc il y a des choses qu'on ne fait pas. En réalité, c'est pas si compliqué que ça de gagner de l'argent. Alors je sais bien quand je dis ça, je pense qu'il va y avoir des auditeurs qui vont sauter de leur chaise. Aussi, j'en ai pas, etc. Alors pourquoi est-ce que des fois on n'en a pas? Et encore une fois, j'ai passé 40 ans de ma vie à pas en avoir ou pas assez, donc je sais que c'est possible. C'est généralement à cause de croyances qu'on a dans la tête. Et notamment la croyance numéro 1, c'est que l'argent c'est compliqué à avoir. Tant qu'on a l'argent, tant qu'on a cette croyance que l'argent c'est compliqué, bah forcément, figure-toi que c'est compliqué. C'est compliqué d'avoir. La vie c'est compliqué, donc il va falloir tuer cette croyance et après on peut tuer cette croyance avec effectivement voilà, on apprend qu'il y a plein de méthodes. Moi, j'ai une formation, par exemple, 90% renta, qui est une formation qui apprend à travailler avec de la sous-location. La sous-location, je dis le problème de l'histoire, c'est que la plupart des gens pensent que c'est compliqué de gagner de l'argent. Donc, ils y vont pas parce qu'ils croient que c'est compliqué de gagner de l'argent. En réalité, donc ça, c'est vraiment des choses sur lesquelles il faut travailler pour apprendre que c'est pas si compliqué que ça. Donc aussi apprendre à faire confiance, à se faire confiance, parce que souvent c'est ça qui pose problème. Voilà, donc tout ça, c'est tout un travail de fond et effectivement, on arrive à l'âge adulte de se dire que on va associer l'argent au sens et que donc, à partir du moment où l'argent n'est pas si difficile que ça à faire, on peut le faire de plein de manières différentes, mais on va choisir de le faire de manière éthique, authentique et qui nous correspond. D'accord, intéressant. Très, très, très intéressant. Et justement, en parlant de croyances, j'ai à ma gauche un livre qui s'appelle « Oser devenir riche ». Je connais l'auteur. Tu connais l'auteur. L'auteur. On dit l'auteur? Est-ce que chacun dit ouais, l'auteur, oui. Avec un E peut-être. Tu sais que l'autrice, j'ai appris que l'autrice est un mot qui, petite digression, est un mot qui a été utilisé, qui est employé. Ouais, je trouve ça moche quand même, mais c'est parce qu'on n'a pas l'habitude. Donc voilà, il y a plein de mots que je féminise. J'ai créé un jour un groupe qui s'appelait les leadeuses du web. Tout le monde m'a dit oui, mais leadeuses ça n'existe pas. Je m'en fous. Voilà. Bon, là, on va dire auteur, ça sera bien. Ça marche. Donc, ce livre qui est très intéressant, que je recommande, que vous retrouverez en description, Oser devenir riche. Et donc, du coup, sur ce livre, moi, ce qui m'a vraiment pas frappé, parce que ça m'a pas surpris, mais que j'ai trouvé super intéressant, c'est que ton approche, donc c'est un livre où la volonté du lecteur, c'est de devenir plus riche. Et donc, au-delà de ça, finalement, les clés sur une bonne partie du bouquin sont liées à la partie psychologique de la personne. Absolument. Ouais. Et donc, selon toi, c'est vraiment le point le plus important à travailler pour devenir riche? Alors, certaines personnes, on pourrait presque rentrer dans un débat masculin, féminin ou anima, animus. Plus on va être en version masculine ou branché sur son masculin, d'ailleurs, hein, c'est pas que pour les hommes ou les femmes, plus on peut fonctionner sur un mode technique et mécanique. C'est-à-dire, si je te donne la méthode, l'outil, la recette pour faire quelque chose, je te dis que ça marche et tu vas tester et tu vas voir que ça marche et tu es content.
Après, une fois que tu as fait ça, tu te dis oui, mais alors tu te poses la question du sens et du coup, tu vas revenir sur travailler sur tes croyances. Plus tu es en mode féminin ou axé sur ton féminin, plus c'est les croyances qui vont bloquer. Pourquoi? Parce que quelque part, les croyances ou le psychologique, c'est se mettre des barrières avant même d'essayer. Donc je mets une barrière où je décide que donc l'argent c'est difficile à avoir, donc forcément j'irai jamais sur des choses qui sont faciles. Je me mets une barrière dans la tête en me disant que l'argent c'est pas fait pour moi, et donc forcément je m'y intéresse pas. Et alors c'est jamais la croyance qui fait la réalité. C'est pour ça des fois j'ai tendance à prendre le contre-pied en disant mais en réalité c'est pas vos croyances qui vous empêchent. Parce que j'ai aussi plein de gens qui ont tendance à me dire oui non mais mes croyances m'empêchent de. Non, c'est les croyances, elles empêchent rien du tout les croyances. C'est vous qui vous empêchez avec vos croyances. C'est vous qui décidez d'écouter vos croyances. Vous pouvez très bien avoir la croyance ou alors je rencontre très souvent des gens qui me disent oui mais je peux pas parce que j'ai pas confiance en moi. Ou ma croyance c'est que je suis pas capable. Eh ben t'as qu'à agir et tu la laisses où elle est ta croyance. On s'en fiche. C'est pas la croyance qui agit. La croyance, elle n'y est pour rien du tout. C'est le poids que vous accordez à la croyance. Si vous décidez que la croyance, elle est là, mais que tant pis, on fera même qu'elle est là, ben vous aurez des grands doutes à l'intérieur, mais vous allez quand même avancer dans la réalité. Ça, c'est vraiment la particularité de l'argent. Et donc, si c'est je ne crois pas que l'argent soit fait pour moi, ben ça veut dire que du coup, je m'y intéresse pas. Comme je m'y intéresse pas, j'apprends pas le vocabulaire. Comme j'apprends pas le vocabulaire, que je regarde pas d'émissions, que je fais rien, ou que je fais pas mes comptes parce que c'est pas fait pour moi, donc je fais pas mes comptes. À ce moment-là, je ne peux pas faire d'économie, je ne fais pas d'économie, je n'ai jamais d'apport si je veux faire un placement immobilier. Donc tout ça, c'est une suite. C'est pas la croyance elle-même, mais c'est toute la suite de ce que ça engendre. Après, il y a d'autres croyances et c'est pour ça qu'il faut travailler le psychologique à l'intérieur. Il va y avoir donc effectivement, c'est pas fait pour moi, l'argent m'intéresse pas. Beaucoup de gens qui vont faire ce que je faisais, à savoir opposer la spiritualité à l'argent, opposer ou associer l'argent à les riches. Alors généralement, l'argent c'est une chose, mais les riches, généralement ils disent non mais l'argent ça va, c'est les riches. Ok. Donc les riches ils sont malhonnêtes, ils sont égoïstes. Ils sont matérialistes, ils pensent qu'à eux. Pour le coup, ils sont pas spirituels, etc., etc. Et saleté de riche. Voilà. Et bien, généralement, moi, dans ces cas-là, quand on m'a dit tout, qu'ils étaient malhonnêtes, pas spirituels, matérialistes, égoïstes, manipulateurs, et que je conclus systématiquement quand quelqu'un m'a sorti tout ça, heureusement qu'ils sont riches. Sans quoi les pauvres ils se suicideraient. Voilà. Mais comme ils sont tous, voilà. Sauf que tout ça pour montrer qu'effectivement c'est pas parce qu'ils sont riches que ils sont malhonnêtes. Ils sont malhonnêtes avant d'être riches. Oui. Après ils peuvent être riches et malhonnêtes. Par contre, ce qui est sûr, et ça c'est vraiment une chose que je dis dans Oser devenir riche et qui pour moi est importante, c'est que la plupart des gens ne travaillent pas sur ce que j'appelle la conscience d'abondance. On parlait justement de ces 3 niveaux, enfant, ado et adulte. Adulte, c'est probablement avoir travaillé sur cette conscience d'abondance. La plupart des gens vivent dans le manque. Et c'est pas parce qu'ils ont de l'argent qu'ils sont pas dans le manque. Et donc, si vous êtes riche et que vous êtes dans le manque, probablement que vous allez devenir un tant soit peu malhonnête et peut-être bien un peu égoïste. Pourquoi ? Parce que vous allez avoir besoin d'en avoir toujours plus pour combler le manque. Et en réalité, le manque ne se comble pas par l'extérieur, il se comble par l'intérieur. Et donc, le truc le plus important à faire, c'est de travailler sur sa conscience d'abondance pour lâcher sa conscience de manque, pour lâcher le manque. Bien évidemment, à l'origine, le manque, il est rarement financier. Le manque, c'est plutôt du manque d'amour pour tous les êtres humains de cette terre. Sauf que le manque d'amour a été, on l'a transmuté sur le manque financier et c'est là où on part dans la course à l'échalote. C'est-à-dire que là, on commence à rentrer dans une course au fric parce qu'il faut combler le manque. Et c'est là où on va avoir des comportements d'avidité. Or, l'avidité fait partie de l'espèce humaine. C'est-à-dire qu'on est tous avides. J'ai aussi des gens qui sautent au plafond quand on dit ça. Tout d'un coup, en disant « Ah, mais c'est pas possible, moi je ne suis pas avide. » Mais si, nous sommes tous avides. Si on n'était pas avide, on ne serait pas en vie. La vie, c'est de l'avidité. Donc effectivement, on est tous dans de l'avidité, on est tous dans de l'envie, on est tous dans de la
cupidité. C'est tout le monde. La question, c'est comment on traite ça. Donc cette cupidité, cette envie, qui est alimenté par le manque, on a 4 manières de le traiter en réalité. Vous avez des personnes, tu as des personnes qui vont y succomber. Donc ça, c'est une manière. Dire, je ne regarde pas le manque et je suis avide et je deviens de plus en plus avide et donc je deviens de plus en plus riche, infâme, salaud de riche, etc. Tout ce qu'on veut. Donc là, effectivement, on a un modèle possible. Ceci dit, il y a des gens qui sont avides et qui sont pas riches. Parce que les pauvres avides, il y en a autant que des riches avides. Il y en a en plus, ils sont entre guillemets pas doués. Non seulement ils sont dans la cupidité, mais en plus ils n'ont pas d'argent. Et ça va même être carrément pire parce que du coup ils sont encore plus dans le manque, non seulement dans le sentiment de manque, mais dans la réalité de manque. Donc du coup, c'est les fameux qu'on peut voir à la sortie des magasins en train de s'arracher, ou à l'entrée du magasin pour être le premier qui va rentrer pour profiter des soldes, etc. Enfin, je veux dire, c'est complètement débile. Mais parce que c'est l'avidité qui est aux commandes. Donc ça, c'est vraiment une première possibilité. La deuxième possibilité, donc là, on est quelque part. Donc la première possibilité, on est submergé par l'avidité et on ne travaille pas dessus. Il y a une deuxième possibilité qui est de la nier, qui est de dire ça n'existe pas, c'est pas vrai, je ne suis pas dans le manque. Et donc pour faire ça, en fait, la manière la plus simple, et il y a beaucoup de gens qui font ça, c'est que ils ne s'approchent pas de l'argent, parce qu'ils savent que s'ils s'approchaient de l'argent, ça appuierait sur leur avidité. Ouais, ont peur de ce que ça peut déclencher derrière. Voilà, c'est un peu comme si tu es au régime, donc tu fais 15 km pour pas passer devant la boulangerie. En réalité, c'est pas le gâteau qui t'appelle, c'est toi qui sais ou qui sais pas. Mais si tu n'as pas travaillé là-dessus et que tu veux pas le voir, effectivement, ils ont tellement peur de cette avidité que ils vont faire 15 km pour ne jamais avoir d'argent. Et comme ça, ils disent non, mais moi, je suis pas du tout dans l'avidité. Pas dans l'avidité. Mais si tu es dans l'avidité, c'est juste que tu n'es pas en contact avec le problème. Donc, forcément, voilà. Il n'y a pas d'occasion d'être avide puisqu'il n'y a pas d'argent autour d'eux. Et il y a énormément de gens qui font ça et qui se privent d'avoir de l'argent plutôt que de travailler sur… Ça, c'est la troisième manière. J'ai oublié la quatrième, mais c'est pas très grave. La troisième manière, ça va être de travailler, de muscler sa conscience d'abondance pour justement ne pas succomber à l'avidité. Il y a effectivement des personnes qui disent l'argent, c'est dangereux. Mais quand on dit l'argent, c'est dangereux ou l'argent, c'est puissant, et c'est vrai, c'est une énergie et ça nous ramène… On reprend l'idée de la responsabilité, ça nous ramène sur des choses intérieures compliquées. Donc, est-ce qu'on va succomber ou pas à l'avidité, etc. Et donc, si on ne s'est pas musclé, si on n'a pas travaillé ça, on va partir en live. C'est normal. Donc, notre travail à nous, c'est vraiment de travailler ça. Et il y a beaucoup, beaucoup de gens qui oublient cette partie-là. C'est pas forcément la partie la plus agréable, peut-être, de l'histoire. Mais pour moi, si ce n'est la fondation, du moins il faut y passer à un moment donné. Vraiment de transformer le manque en abondance, d'avoir vraiment cette conscience d'abondance. Exactement. D'avoir la conscience d'abondance qui permet de se dire, oui, effectivement, et ça n'empêche pas de vouloir plus ou de vouloir de l'argent, et encore une fois, parce qu'on a des choses à faire avec, mais d'arrêter d'être dans en vouloir peut-être pour avoir. C'est-à-dire ne plus être dans j'ai besoin d'avoir, mais plutôt j'ai besoin de faire des choses et l'argent est justifié par rapport à ça. Mais ça amène du coup à une conscience de spiritualité aussi, finalement. Oui. Donc, absolument. Donc c'est pour ça que plus on travaille correctement sur la liberté financière, d'ailleurs plus on va être plutôt dans des mouvements de déconsommation, déjà. Plus effectivement on va se poser la question du sens. Et moi, je réconcilie beaucoup le sens et l'argent. Je travaille beaucoup sur le sens, de pourquoi on fait ça, plutôt que de je veux avoir. Non, c'est qu'est-ce que je veux faire, éventuellement qu'est-ce que je veux être, mais pas je veux avoir 15 voitures dans mon garage. C'est bien aussi de se faire plaisir. Faut pas non plus être juste. Mais oui, parce que alors moi justement il y a un truc qui me perturbe un petit peu, dans le sens où effectivement j'ai constaté et que à un moment donné, dès que tu t'autorises quelque chose à un standard plus élevé,
eh bien, inconsciemment, ou du moins autour de toi, des choses se forment, du moins moi ça a été mon expérience, pour augmenter mon niveau de rémunération, mon chiffre d'affaires, tout ça. Donc, le fameux, tu sais, fake it until you make it. Alors, c'est pas vraiment ça, mais Oui. c'est genre à un moment donné, je vais m'autoriser, ben voilà, j'ai pas forcément les revenus ou autres, mais je vais m'autoriser, par exemple, alors par exemple dans mon boulot, de prendre quelqu'un qui va bosser pour moi ou autre. Je sais que ça va être difficile. Je le fais et du coup, je pousse les choses vers le haut. Et en même temps de ça, quand je regarde, des fois, il y a aussi une autre situation où finalement, tu fais la même chose, mais en fait, tu t'autorises des choses et à la fin du mois, tu dis, mais en fait, j'ai abusé, quoi. J'ai fait X resto, j'ai fait X truc. Alors, en C'est pas la fait, conjuguer. ça, la manière la plus facile de le comprendre, c'est de se dire que, donc j'ai dit que l'argent agissait au niveau de la matière, l'argent c'était aussi une énergie. Donc, il faut imaginer qu'il y a plusieurs couches, il y a plusieurs niveaux. Et la manière la plus simple que j'ai d'expliquer ça, c'est de dire l'argent ou votre manière de dépenser ou de faire les choses, c'est un peu comme si vous étiez dans un immeuble, donc dans une maison à plusieurs étages. Et donc, il y a un premier étage qui est celui de la réalité. Et quand on rentre dans la maison, on est au rez-de-chaussée. Et quand on est au rez-de-chaussée de la maison, on est en phase avec la réalité, avec l'extérieur. Et quand on est en phase avec la réalité, effectivement, si on dépense plus que ce que l'on a sur son compte, à l'arrivée, on arrive à avoir des dettes. Voilà. Effectivement, dans ce niveau de réalité, on est censé s'occuper de ses finances et gérer ses finances pour qu'on ne dépense pas plus que ce que l'on a. Et puis, au fur et à mesure, on va monter dans la maison. Et en réalité, donc les étages du milieu, ça pourrait être les fameux étages sur les croyances qui permettent de dire, je peux pousser la porte qui me permet d'aller plus haut. Et le dernier étage, c'est l'étage dans lequel effectivement on va entre guillemets rêver. On peut faire comme si, comme tu dis. Et c'est le fameux étage de la loi de l'attraction, par exemple. Donc j'ai plein de personnes qui me disent mais je comprends pas parce que la loi d'attraction ça supposerait que je ne compte pas, mais tu me dis de compter donc je comprends pas. Et donc la différence c'est ça, mais c'est exactement ça que tu racontes. Et donc c'est de dire effectivement tant qu'on est au niveau de la réalité on compte. Maintenant il y a un étage quand on est sur le toit de l'immeuble, on regarde les étoiles, on s'allonge sur un truc et on regarde les étoiles et à ce moment-là on est dans les rêves, on est dans qu'est-ce que je veux faire de ma vie et on est dans voir grand. Et à ce niveau-là, effectivement, on va faire comme si. Et une manière de faire pour que la vie s'aligne sur ce qu'on veut, c'est effectivement de faire comme si on avait l'argent. Et donc, c'est pour ça que dans une formation comme Richesse et Liberté, j'ai inventé plein de petites choses justement pour dire comment je fais pour vibrer à un niveau d'énergie qui soit supérieur à celui de la réalité sans me mettre en danger et où je vais proposer de faire une liste de 20 choses, soit gratuites, soit pas chères, pour être une princesse ou être un prince ou être riche ou vivre dans le luxe ou se sentir la 25e merveille du monde, peu importe, vous mettez les mots que vous voulez. Et donc c'est qu'est-ce que je peux faire de manière gratuite ou pas tellement chère, c'est-à-dire pas cher par rapport à l'effet produit. Ça peut être un peu cher, mais pas cher par rapport à l'effet produit, qui fait que je vais me sentir être dans un niveau justement d'énergie, de richesse, de fortune, qui est bien supérieur à ce que je suis aujourd'hui. Et là, on va s'aligner. Et il faut trouver ça parce que ça va effectivement aider parce que, comme tu dis, donc quand tu vas prendre un assistant ou une assistante, tu vas te dire, j'ai pas tout à fait les moyens, mais je suis entre guillemets limite. Et quelque part, les quelques heures d'assistanat que je prends, qui vont avoir un petit coût, ont un effet bien supérieur à ce petit coût-là. Et je suppose que quand tu as pris un assistant ou autre, tu n'as pas pris quelqu'un à temps plein que tu as payé 3 000 € plus les charges, plus machin, plus truc. Ouais, parce que là, on est allé au... Ouais. Voilà. Donc, tu as pris effectivement un petit risque, on pourrait dire ça comme ça, mais qui va te permettre de t'aligner. C'est de la même manière que pour ceux qui aiment les voitures, moi j'aime pas les voitures, mais pour ceux qui aiment les voitures, ils disent mais moi je rêve d'avoir une belle voiture, allez la louer. Si tu vas louer un week-end une Porsche, si tu en as les moyens, ça va peut-être te coûter, je ne sais pas comment ça coûte une Porsche un week-end, 300 € ou 500 €, imaginons. Il n'empêche que c'est pas tout à fait le prix de la Porsche, mais que la sensation est la même.
Tu vis l'expérience. Tu vis l'expérience et donc tu peux d'autant plus faire comme si c'était voilà, sur la Terre. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un truc important à faire, c'est effectivement faire comme si, c'est le principe de la loi de l'attraction, mais c'est surtout de faire la différence entre l'un n'empêche pas l'autre. Tant qu'on est au niveau de la réalité, on compte. Quand on est arrivé sur le toit, on se met à voir grand et à imaginer l'avenir et éventuellement à poser des actions qui font comme si. Et avec une conscience on va dire, à moindre, j'ai pas envie de dire à moindre coût parce que c'est un peu réducteur, mais voir comment on peut accéder à cette même chose avec. Voilà, comment on peut accéder à la même chose sans. Alors ça rejoint une autre notion qui est extrêmement importante en matière d'argent, qui est celle de la propriété par rapport à l'usage. Donc là maintenant, ça devient, y a plein de sociétés qui vivent de ça et ça commence à devenir entre guillemets institutionnel et c'est chouette. Oui. Mais c'est tout nouveau, hein, c'est vraiment dématérialisation maintenant que ça se met en place. Effectivement, c'est un principe de base qui dit que on n'a pas besoin d'être propriétaire pour profiter des choses et qu'on peut très bien aussi en avoir l'usage, le louer sans avoir besoin d'être propriétaire. Oui, ouais, intéressant. Et la propriété coûte beaucoup plus cher que l'usage. Donc, il vaut mieux acheter l'usage plutôt que devenir propriétaire qui va coûter plus cher. C'est très pertinent. Ça fait beaucoup de sens. Je te remercie pour cela. Je vais passer donc à la dernière question que j'aime poser à mes invités. C'est est-ce que tu peux nous raconter l'une de tes pires galères et qu'est-ce que tu en as tiré? Alors, une de mes pires galères. Il y en a sûrement, mais j'aime pas bien les galères. C'est justement pour ça que j'aime pas bien les galères et en plus je suis. Alors, il y en a sûrement, mais ça me vient effectivement pas en tête. Parce que pour ça, il y a un truc que j'aime pas du tout entendre et que je ne véhicule pas, à savoir que il faut échouer pour réussir. Je suis désolée, je suis un très mauvais exemple pour ça. C'est-à-dire que concrètement, j'ai tendance à réussir directement. Des fois, il y a des trucs que j'arrive pas au bout parce que je fais pas, je lâche avant, voilà. Donc on pourrait dire oui, c'est des échecs. La réponse est oui. Maintenant, c'est pas des galères, mais effectivement, ça peut être des choses qui marchent pas bien. Plein de trucs qui marchent pas bien, hein, on est d'accord. Mais j'ai tendance à pas être dans de véhiculer le truc où il faut être dans un mode pourri au fond du trou pour pouvoir rebondir. Pas vraiment. Alors après, en termes de galère, maintenant en y repensant, si j'ai une galère quand même qui était assez intéressante et amusante pour tous ceux qui vont faire de l'infoprenariat, parce que je pense que c'est aussi une partie des personnes qui peuvent te regarder. Quand j'ai fait mon premier lancement, donc j'ai fait mon premier lancement toute seule, mon lancement de produit, donc ça veut dire une séquence de vidéos pour lancer un produit, un faux produit. Donc j'ai fait mon premier lancement toute seule. Avec quelqu'un qui était là pour m'enchaîner à ma chaise pour que je m'y colle parce que sans quoi ça marchait pas. Donc on a fait ça à deux, elle m'enchaînant à la chaise et moi réfléchissant au truc. En tout cas, on a réfléchi toute seule à qu'est-ce qu'on allait faire, etc. On a fait ça avec les moyens du bord, avec des personnes qui connaissaient pas plus l'infoprenariat que moi. Bref, je lance le lancement, j'avais quelques affiliés, donc on lance première vidéo, deuxième vidéo et troisième vidéo, et je pense il y en avait que 3 à l'époque. Donc première vidéo, deuxième vidéo, et à la deuxième vidéo, avant l'ouverture des ventes, on s'aperçoit que j'avais un site internet qui apparemment en apparence allait bien, et qu'en fait il y avait rien de relié avec le système d'affiliation. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui m'envoyaient des ventes et il n'y avait rien qui se passait parce que rien n'était relié. Et donc on a retrouvé, donc on a trouvé ça le vendredi soir. On ouvrait les ventes le lundi matin et on a retrouvé entre le vendredi soir et le lundi matin un autre monsieur, parce que bien évidemment celui qui m'avait fait le site était plus ou moins au week-end, on va dire ça comme ça. Et on a retrouvé un monsieur qui en 2 jours de temps nous a refait la totalité du système, la totalité du système. De lettres de vente en 2 jours. Il a passé son samedi matin à essayer de régler le truc. Il a dit non, mais là, tel que c'est pourri, je peux rien faire. Et donc du samedi, on va dire 14h au lundi en temps réel, 8h, il a dû passer. Il a tout refait. Il a tout refait. Le site
sur WordPress avec les pages 1, les pages 2, les pages 3, la page de vente, tout ça, tout va bien avec les vidéos, tout refait. Voilà. Plus le système d'affiliation au bout. Enfin bon, donc voilà. Donc genre c'était. Alors qu'est-ce que j'en ai tiré ? J'en ai tiré que quand on veut, on peut. Que rien n'est impossible, même à 2 jours de la deadline. Je pense effectivement que pour le coup, je crois effectivement que ce genre de choses, il faut d'abord faire. Et puis quand on a le problème, alors c'est pas qu'il faut forcément avoir le problème, mais quand on a le problème, on le résout. Ouais, il y a toujours des solutions qui. Et qu'à la fois, j'étais pas inquiète, certes, dans le sens où même si on ne l'avait pas résolu, on aurait repris les ventes une par une, on les aurait retrouvées, on aurait retrouvé les ventes, on aurait mis un questionnaire, on aurait envoyé aux gens en disant voilà, qui c'est qui t'a recommandé, enfin bref, on aurait trouvé une solution quelle qu'elle soit. C'était pas nickel, chrome, machin, truc, etc. Mais en réalité. Mais tu avais des plans B, quoi. Voilà. Et le plus important, c'est de passer à l'action et de faire des ventes. Après, le reste, ça se règle. Oui. Entre j'ai pas fait de vente et tout allait bien au niveau technique, ou bien j'ai fait des ventes et c'était la merde au niveau technique, très franchement, je préfère la deuxième. 30 secondes. Nettement. C'est intéressant, c'est bien que tu reprécises ça parce que finalement, c'est à un moment donné se ramener vraiment au sens des choses, quoi. Parce que parfois, on a tendance avec un petit problème ou un gros problème à oublier vraiment le sens et le fond. C'est quoi le but ? Voilà, j'ai fait un autre lancement là beaucoup plus gros 1 ou 2 ans après où on avait testé toutes les cartes bancaires possibles, sauf que là j'avais dû passer mon programme de 1000 à 1500 euros, quelque chose comme ça, et donc on n'avait pas pu tester la carte bancaire sur 1500 euros parce que ça bloquait notre plafond. Et donc on l'avait pas testé. Donc on l'a testé le jour de l'ouverture et on avait oublié d'augmenter le plafond avec le prestataire, donc la carte ne passait pas. Bon, on a fait quoi ? On a mis un petit sticker pendant les 2 heures où ça a duré en disant vous pouvez pas payer en une fois, vous avez payé en plusieurs fois, mais pas en une fois. Et puis, ça s'est fait. 2 heures, on a enlevé le sticker, parce que c'était réglé. Et c'était pas grave, ça nous a pas empêché de marcher très très bien. Il y a un gros bordel. Super, cool. Pour finir, où est-ce qu'on te retrouve ? Alors, on me retrouve sur mon site qui s'appelle clédelaréussite.fr, donc CLEFS de la réussite.fr. C'est là où vous trouverez aussi donc l'e-book dont on a parlé, Oser devenir riche. Vous avez une petite zone pour vous inscrire. Vous vous inscrivez dans très peu de temps. Vous allez pouvoir comme ça avoir des messages d'abondance puisque je vais mettre en place des messages d'abondance tous les 2 jours. Donc, inscrivez-vous, ça va arriver dans pas trop longtemps. Et puis, comme ça, vous aurez toutes les informations sur ce que je fais. Je publie assez régulièrement des articles. Je publie aussi très régulièrement des vidéos. Donc, ça donne accès à 1 à 2 vidéos par semaine et puis des articles de blog. Très grande richesse. Dans le mois. Certains pour l'indépendance financière des particuliers, donc j'ai dire les finances personnelles, et puis d'autres sur les pros et les entrepreneurs. Génial, super. Voilà. Tout est dans la description du podcast. Merci à toi pour tout, c'était un plaisir. Merci beaucoup, ça a été effectivement un plaisir. Et à très vite. Merci à vous. Au revoir. Et voilà, tu viens d'écouter un des épisodes de mon podcast Le business de la connaissance. Alors, si tu veux aller beaucoup plus loin et suivre l'intégralité des podcasts sur ce sujet-là, je t'invite à regarder en description de cette vidéo. Tu trouveras le lien pour pouvoir t'abonner à mon podcast Le business de la connaissance et ainsi on pourra aller beaucoup plus loin ensemble. D'ici là, je te souhaite une excellente journée.